3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger 3, le journal de la mi-journée, présenté par Nseline Dahmoun. Bonjour Nseline. Bonjour Ali Hamouche, bonjour à tous. Au sommaire du journal de 12h30, on parlera des actions menées par les autorités et les pouvoirs publics pour la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Plus de 5000 personnes arrêtées et d'importantes quantités de drogue saisies dans la capitale au mois de février. Concernant le programme ADL, le ministre de l'Habitat rassure, l'opération d'activation des comptes et le téléchargement des dossiers sur la plateforme ADL vont se poursuivre sans aucun délai imposé. Et d'ailleurs, on parlera des horaires prévus par les APC pour permettre aux souscripteurs au programme ADL de finaliser leur procédure administrative. Le ministre de l'Agriculture a réuni les directeurs du secteur des 58 wilayas pour préparer la campagne moisson-battage 2024-2025 dans les meilleures conditions. On parlera également de l'impact des changements climatiques sur les différentes campagnes agricoles. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a fixé Zakat el-Fitr cette année à 150 dinars, invitant les imams à procéder à sa collecte pour sa distribution nécessiteux 1 ou 2 jours avant Eid el-Fitr. On reviendra sur l'importance de la zakat dans le journal de 12h30. Grande opération d'assainissement menée par la wilaya d'Oran pour moderniser le système de distribution d'eau et réparer les nombreuses fuites enregistrées au niveau des communes de la wilaya. Dans l'actualité internationale, on s'intéressera au dossier ukrainien. Les chefs de la diplomatie américaine et russe discutent des prochaines étapes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Palestine lance un appel urgent à la communauté internationale, en particulier aux Nations Unies, pour faire pression sur l'occupation sioniste afin qu'elle cesse immédiatement d'utiliser la famine et la privation comme outil de guerre contre la bande de Gaza. Et on parlera enfin de sport football, suite et fin de la 20e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme, NC Magra, MC Bayed à 15h et le choc CRB USMA à 22h. Ça sera au stade Nelson Mandela et en direct sur nos ondes. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaibi, a fait état du bon déroulement de l'opération d'activation des comptes et de téléchargement des dossiers des souscripteurs du 3e programme de logement de type location-vente ADL3 via la plateforme dédiée à cet effet. Dans une déclaration à la presse lors d'une visite d'inspection au siège de l'ADL, le ministre de l'Habitat a indiqué que depuis le lancement de la plateforme numérique, 742 000 souscripteurs ont accédé à cette plateforme et activer leur compte, ajoutant que l'opération se poursuit afin de permettre à tous les souscripteurs du programme ADL3 de télécharger leurs dossiers et de les envoyer à l'agence. Il a également précisé que l'opération d'activation des comptes et le téléchargement des dossiers sur la plateforme de l'ADL vont se poursuivre sans aucun délai imposé. Et pour permettre aux souscripteurs de retirer leurs documents requis dans de bonnes conditions, les communes prolongent leurs horaires de travail après l'iftar de 20h30 à minuit afin de mieux répondre à la forte demande pour certains documents administratifs nécessaires pour les procédures administratives dans le cadre du programme ADL. C'est le sujet de reportage de Sofia Boukalcha. Il est 10h du matin et les guichets de l'APC d'Alger Centre ne désemplissent pas. De nombreux citoyens affluent pour récupérer les documents nécessaires pour leur dossier d'ADL. Je suis venue pour extraire des documents concernant le dossier de l'ADL. Bien accueilli. جيت للبلديه تاع الجي سونتر باش نخرج الدوسي تاع الADL. الحمد لله كان استقبال، ما عندناش مشاكل، شغل تهلاو فينا. كاين غاشيوي كاينين، مي الحمد لله. جيت نسيني على الكاليزي الكبار، راح نسكانيهم نديرهم على الدوسي تاع الADL. خرجنا وشي خصنا كاع في الملف تاع عدل 3 مصالح البلديه قاموا بالواجب تاعهم. جينا باش نخرجوا الدوسي تاع الADL مليح خدامين. Face à cette forte affluence, les équipes de l'APC sont pleinement mobilisées, les effectifs sont renforcés pour assurer une meilleure gestion de l'opération. Yassine Allalou, adjoint du chef de service de l'état civil de l'APC d'Alger Centre. Nous recevons beaucoup de citoyens pour égaliser l'imprimé. Nous sommes toujours présents pour satisfaire les citoyens. On travaille en 3 équipes. On a créé des nouveaux guichets pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Même aussi, on a des annexes qui travaillent en collaboration avec le siège de l'APC.
Tous les citoyens sont satisfaits de l'opération. Parmi les mesures mises en place, l'ouverture des guichets en soirée, permettant ainsi aux citoyens de finaliser leur démarche en dehors des horaires de travail habituels. Yassine Allalou. On a créé une 3e brigade. Elle travaille après le fautor, à peu près de 21h jusqu'à minuit. Il y a les gens qui travaillent le matin, ils ne peuvent pas se déplacer. Alors après le fautor, ils viennent, on facilite toutes les attaches. Ces mesures visent à rapprocher l'administration du citoyen et à offrir un service public de qualité qui répond aux attentes des nombreux postulants. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a fixé Zakat el-Fitr cette année à 150 dinars, invitant les imams à procéder à sa collecte pour sa distribution aux nécessiteux 1 ou 2 jours avant Eid el-Fitr. Alors quelle est la valeur et l'importance de la Zakat? Les détails avec le théologien et membre de la Ligue des Ulama du Sahel, Kamal Chkat. Il a été contacté par Hanan Saïsi. Zakat al-Fitr est une obligation religieuse inhérente aux jeûnes. Elle a pour but, selon les propos même du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, de purifier le jeûne de tout manquement, de tout verbiage survenu pendant la période d'abstinence. Elle a aussi un but social qui est de porter aide et assistance aux pauvres, aux nécessiteux et de leur permettre de jouir des joies de l'Aïd comme tout le monde. Dans l'école malékite, et c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed, on doit s'en acquitter 1 ou 2 jours avant l'Aïd, avant la prière de l'Aïd. Pour d'autres écoles, comme l'école shafi'ite, on peut s'en acquitter à partir du 15e jour du mois de Ramadan. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Yassine El-Mahdi Walid, animera une conférence au Forum El-Moudjahid pour détailler sa feuille de route pour le secteur et les réformes prévues en matière de spécialité. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, a présidé hier une réunion avec les directeurs des services agricoles des 58 wilayas et des cadres du secteur. Il a été question de plusieurs mesures à adopter pour la préparation de la campagne moisson-battage pour la saison 2024 et 2025 et le renforcement des capacités de stockage. Les détails avec l'expert en agriculture, Laila Boukhalfa. Il a été contacté par Rim Bouradoum. Suite aux instructions de Monsieur le Président de la République afin d'arrêter toutes les importations de maïs à l'horizon 2027, un programme assez conséquent a été arrêté. La réservation de 60 000 hectares ainsi que l'importation des équipements destinés pour cette production. Pour les moyens de stockage également, la construction de 30 silos de grande capacité et 350 centres de stockage de proximité dont la majorité sont déjà réceptionnés. La campagne moisson-battage, les instructions sont données surtout à l'OAIC pour mettre tous les moyens à la disposition des exploitations agricoles. Et l'avènement des changements climatiques perturbe très sérieusement les plans de culture, rendant ainsi très difficile la programmation des achats et la sélection des fournisseurs. Expliquez-nous, Hamid Belkacem. Oui, les bouleversements climatiques sont matérialisés par les événements météorologiques extrêmes. C'est ainsi que des régions entières sont soumises à de longues périodes de sécheresse suivies de pluies torrentielles. Il en résulte un dommage double: perte des récoltes agricoles et érosion des sols. Une érosion qui, outre la perte d'une couche de terre végétale, entraîne une aggravation de l'envasement des barrages, donc la baisse de leur volume de stockage. Et ce n'est pas tout, puisque le cycle infernal chaud-froid fait que les eaux emmagasinées dans les barrages s'évaporent lors des grandes chaleurs. À titre d'exemple, en été, 300 000 mètres cubes d'eau s'évaporent chaque jour du barrage de Bni Haroun. Autant vous dire que tous ces facteurs font que sécurité alimentaire et sécurité hydrique se croisent pour donner une feuille de route où l'anticipation est le maître mot. En Algérie, le programme dessalement est justement réalisé pour l'alimentation en eau potable et permettre de réserver les eaux des barrages à l'agriculture. Aussi est consciente de ces enjeux. Outre un ambitieux programme de renouveau agricole, l'Algérie ne cesse de diversifier les partenariats tant pour la fourniture et le stockage que de la production de céréales, comme le projet avec l'Italien Boniface Ferraresi, qui n'est que la partie visible
d'une oasis de verdure dans le Grand Sud algérien. Merci beaucoup Hamid Belkacem. Transition toute faite pour parler de la grande opération d'assainissement qui est menée dans toute la wilaya d'Oran par la SEOR, la Société de l'eau et de l'assainissement de la wilaya, afin de réparer et moderniser le système de distribution d'eau et d'améliorer l'accès à l'eau potable. Notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Cette campagne a été lancée en présence du secrétaire général du ministère des Ressources en eau, le directeur général de l'ADE. L'Ouali d'Oran, Samir Chibani, a expliqué que cette campagne vient d'être lancée suite aux orientations du ministre des Ressources en eau, Taha Derbel, qui a effectué récemment une visite d'inspection à El Bahia. Le secteur de l'hydraulique connaît une dynamique sans précédent, notamment après la mise en service de la station du Jebel Abiad, qui produit aujourd'hui environ 100 000 mètres cubes d'eau. Cette quantité vient donc s'ajouter à la part dont bénéficie déjà la wilaya d'Oran, augmentant ainsi considérablement les volumes d'eau distribués. L'intégration de ces quantités supplémentaires dans les réseaux de distribution a entraîné l'apparition de nombreuses fuites, comme nous l'avions anticipé. Ces fuites se comptent par centaines. Si l'on observe les statistiques au niveau de la wilaya, on constate particulièrement que certaines zones, nouvellement alimentées en eau provenant du Cap Blanc, sont touchées. La Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran SEOR a recensé 582 fuites à travers la wilaya que les équipes techniques s'efforceront à réparer en une semaine. Oussama El-Laili, directeur de la SEOR. En plus de l'entreprise des eaux et de l'assainissement de la wilaya d'Oran, des unités issues de 19 wilayas de l'Algérienne des eaux participent à cette opération. Près de 100 agents, comprenant des exécutants, des cadres et des superviseurs, ont été mobilisés pour cette mission. Cette campagne coïncide avec la récente mise en service de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été déployés pour assurer le succès de cette opération, avec 100 agents, cadres et superviseurs répartis sur 30 équipes d'intervention. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chaîne 3. D'importantes opérations de saisie de drogue ont été menées ces derniers mois avec de nombreuses arrestations. Plus de 5000 personnes, par exemple, ont été arrêtées pendant ce mois de février dans la capitale. Plus de 25 quintaux de drogue provenant du Maroc ont été saisis lors d'opérations menées par les éléments de l'ANP et des corps de sécurité. Les détails avec Hanan Seissi. Tolérance zéro pour toute forme de trafic de drogue et les bilans sont éloquents. Vendredi dernier, plus de 25 quintaux de kiff traités ont été saisis par les détachements combinés de la 3e région militaire dans une mise en échec d'une tentative d'introduction d'importantes quantités de drogue provenant du Maroc. Pas moins de 34 quintaux de kiff ont été saisis en seulement une semaine. Durant cette même période, près de 3 millions de comprimés psychotropes ont été également saisis, dont la plus grosse prise enregistrée à In Amenas avec 1 746 000 comprimés psychotropes saisis par les détachements de l'ANP le 11 mars dernier. Cette criminalité n'épargne aucune région du pays, à Oran notamment, où 109 kilos de cocaïne, une drogue dure, ont été saisis. Ces chiffres démontrent l'impact des réseaux de trafic de drogue sur le plan économique, mais surtout l'ampleur du danger sur la société du fait que la jeunesse demeure la principale cible de ces réseaux. En ce sens, plus de 70 individus, notamment des trafiquants de drogue, ont été neutralisés grâce aux différentes opérations dans ce même cadre. Par ailleurs, les services de sécurité ont réussi à saisir la somme colossale de 41 milliards de centimes en plus d'autres sommes en devises, des revenus du trafic de drogue. En somme, l'action des pouvoirs publics devrait se renforcer davantage, notamment après la mise en place de la stratégie nationale multidimensionnelle de lutte contre la drogue et les psychotropes. Le sujet était d'ailleurs à l'ordre du jour lors de la dernière réunion du gouvernement, entre autres stratégies nationales, celles relatives à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 2024-2026. Des stratégies qui visent à renforcer le cadre législatif et institutionnel. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre à l'instant que la gendarmerie nationale annonce la saisie de 34 conteneurs comptant 800 000 kilos de bananes au port de Annaba destinés à la spéculation. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de ce trafic. On passe à présent au volet coopération algéro-nigérienne. Une importante centrale électrique sera mise en service avant l'été prochain au Niger grâce à l'expertise algérienne de l'entreprise nationale Sonelgaz. Ce projet d'envergure est le fruit d'une coopération entre la Sonelgaz et la Société nigérienne d'électricité, Nigelec, et qui a été détaillée ce matin par Mohamed Lardar Habib, directeur des études économiques à la Sonelgaz. Il était l'invité du jour de Neriman Mendil.
Le projet de cette centrale, qui constitue 2 fois 20 MW de turbines à gaz, est en cours de mise en service. Donc, dès la prise de décision, nos équipes ont fait le déplacement sur place à Niamey et pour entamer toutes les études pour la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, cette centrale est envisagée d'être mise en service avant l'été prochain. Donc là, pour faire face aux besoins imminents d'électricité au niveau du Niger. Donc, cette centrale sera mise en place avec nos équipes pour toutes les parties, les études, les ouvrages de connexes, que ce soit pour l'alimentation du fioul, pour le raccordement de cette centrale électrique. Et on passe à présent au dossier ukrainien. Américains et Russes se concertent pour tenter de stopper la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus par téléphone. Et selon un communiqué officiel, ils ont discuté des prochaines étapes concernant les pourparlers en cours pour mettre fin donc au conflit en Ukraine. Aucun détail précis n'a été communiqué sur l'avancée de ces discussions. Pour l'analyste politique Bruno Drautsky, il est probable que la Russie n'accepte pas de cesser le feu sans concession territoriale. On l'écoute, il a été contacté par Rabea Slimani. Évidemment, les choses avancent lentement parce que les Américains voudraient que ça avance vite, mais sans vraiment que l'Ukraine ne soit prête à faire des véritables concessions, ce que les Russes sont obligés d'obtenir, puisqu'ils ne veulent pas faire un cessez-le-feu qui pourrait se terminer par une reprise des combats dans 1 mois ou dans 2 mois. La situation est là et ça, je pense que les Américains en sont conscients. Donc, les discussions vont sans doute encore prendre un certain temps avant qu'on y voit plus clair. De toute façon, la Russie ne reculera pas. Elle a les moyens de ne pas reculer. Donc, je pense que une paix durable, ce serait une paix qui reconnaît le fait accompli. L'Ukraine sans les États-Unis ne peut pas continuer la guerre et l'Europe n'a pas les moyens à elle seule de prendre la place des États-Unis. Même si le rapprochement entre Moscou et Washington est acté avec ses efforts pour stopper la guerre en Ukraine, le dégel entre les deux puissances s'inscrit dans le cadre d'un grand jeu diplomatique mondial qui ne se limite pas seulement au théâtre ukrainien. La stratégie des États-Unis, c'est d'éloigner la Russie de la Chine. Ça, c'est aussi un autre objectif. Ils imposeront des concessions en faveur de Moscou dans la mesure où ils auront aussi en tête cette idée qui, à mon avis, est absolument impossible. C'est-à-dire que la Russie a pris conscience du basculement du monde et ne fait pas confiance aux systèmes occidentaux. Donc, elle n'acceptera pas de risquer des relations stables avec la Chine et d'autres pays pour des promesses qui pourraient ne pas être tenues de la part de pays occidentaux, donc les États-Unis en particulier. La question qui se pose, c'est pas tant la question du cessez-le-feu sur quelle ligne, à mon avis, parce que ça, je pense que c'est déjà d'une façon ou d'une autre acté. La question, c'est quel pouvoir y aura-t-il à Kiev, quel gouvernement, est-ce que l'Ukraine pourra être neutre? Et ça, c'est l'objectif stratégique des Russes et je pense qu'ils ne renonceront pas à cet objectif stratégique. Et concernant le dossier palestinien, la Palestine a lancé un appel urgent à la communauté internationale, en particulier aux Nations Unies, l'exhortant à faire pression sur l'occupant sioniste pour autoriser les livraisons d'aide à Gaza et pour que cesse l'occupation d'utiliser la famine et la privation comme outil de guerre contre la bande de Gaza. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a souligné l'urgence de redonner accès à l'éducation aux centaines de milliers de filles et de garçons dans la bande de Gaza. On revient chez nous, 16e jour du mois de Ramadan, et nos habitudes alimentaires pendant ce mois de piété empirent malheureusement. Surconsommation, c'est le mot, de produits sucrés et gras et très peu de consommation d'eau. Notre hygiène alimentaire est vraiment à revoir, c'est le sujet de reportage de Maël Kens. Pendant ce mois, les plats et gâteaux traditionnels, bien qu'alléchants, sont souvent considérés comme lourds d'un point de vue nutritionnel. Les citoyens rencontrés sont-ils conscients des dangers liés aux abus et excès alimentaires durant ce mois? On mange moins de sucre, moins de gras. On fait très attention à notre nourriture pour avoir une bonne hygiène de vie. ناكل بزاف لي صالي وقبل ما نفطر اي عفسه نزيد لها الملح. البروبليم اللي دار لي لاتونسيون كيما رحت عند كارديولوج باش ندير لو سيجي عندي لاتونسيون طالعه. لي كونساي يقولوا ينقصوا من الملح هذا والسكر. Fais attention, d'ailleurs côté sel, donc je mets toujours demi-sel et sucrerie, je mets pas trop de sucre. Les méfaits d'une surconsommation alimentaire durant cette période exposent les personnes au danger d'une panoplie de pathologies parfois chroniques. Kamel Hadjout, médecin généraliste. Manger beaucoup de sucre, manger beaucoup de sel et de gras, tout ça expose les personnes qui en prennent à plusieurs maladies, surtout le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et puis même les cancers. Donc il faudrait surveiller son
alimentation avec un équilibre alimentaire riche en fruits et légumes et beaucoup d'eau. Il faut éviter tout ce qui est jus, limonade, des pâtisseries, toutes les sucreries, il faut les éviter. Si on en mange, c'est en petite quantité, surtout pour les diabétiques, pour les malades chroniques, les cardiopathes. Le mois de Ramadan doit être, selon les spécialistes, une opportunité pour adopter un mode de vie et un régime alimentaire plus sain à travers des repas équilibrés, légers et nourrissants avec une hydratation appréciable, non pas par le biais de soda et jus industriels, mais en consommant de l'eau. Tout ceci afin d'optimiser les bienfaits de ce mois béni. Parlons à présent d'une belle initiative en ce mois de Ramadan, le hackathon DCF organisé par le club scientifique microclub de l'USTHB qui touche à sa fin aujourd'hui. Après 4 jours de développement en virtuel, 17 équipes au niveau national vont présenter leur application ou logiciels qui ont le potentiel d'être exploités dans l'entraide et la solidarité, voire pour lutter contre le gaspillage de nourriture. L'événement prendra fin ce soir après délibération du jury. C'est le sujet de Samir Aloun. Des rendez-vous scientifiques pour encourager l'innovation et la créativité chez les étudiants issus de différentes spécialités pour rassembler leurs efforts autour d'un seul concept lié à un besoin ou à une quelconque problématique exprimée, le tout en un temps imparti. Des hackathons qui ont lieu sous forme hybride, en virtuel d'abord pour le côté collaboration et entraide, puis c'est la programmation et développement du concept ou de l'application qui prend en charge une ou plusieurs tâches liées à la thématique avant d'arriver au côté présentiel, soit la présentation du concept en face des membres du jury. Saïdi Mohamed Nazim, chargé de relations extérieures au sein du club scientifique microclub à l'USTHB. Durant ces 4 jours, nous avons eu près de 68 participants, c'est-à-dire 17 équipes de 4. C'était des passionnés de l'informatique qui ont proposé des solutions digitales à des problèmes concrets dans le monde du bénévolat et de la donation. Par exemple, ils devaient développer une solution pour faciliter le contact entre les volontaires. Ils devaient trouver une solution pour autonomiser la communauté. Concernant la solidarité, tout ce qui est bénévolat, etc., c'est déroulé en 2 phases. La première phase était en ligne. Elle était de 4 jours. La première journée étant faite pour présenter l'événement aux participants et au jury et aux mentors. Et les 3 jours suivants étaient répartis en 48 heures de code de programmation pure. Des hackathons qui, en plus de permettre aux étudiants une immersion dans le monde du développement, contribuent à encourager leur créativité tout en valorisant la collaboration et coopération au service de l'innovation. Et on retrouve Ali Hamouche pour parler de sport et cette bonne nouvelle en karaté, Célia Weekend décroche l'or. Absolument, donc Célia Weekend qui a décroché la médaille d'or au comité dans la catégorie des 50 kilos au karaté 1, première ligue d'Anzhou en Chine, après sa victoire en finale contre la Kazakh Moldir Zanzgribay. Cet événement réunit les 100 meilleurs karatékas au ranking mondial de la Fédération internationale de karaté, la WKF. Il faut savoir que cet événement est une étape cruciale pour la qualification au point en vue de la Coupe du monde individuelle qui aura lieu en Égypte en novembre prochain. Et on parlera de sport aussi. Suite et fin de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Avec les 2 derniers matchs de la 20e journée, ça va commencer à 15h avec cette rencontre entre le NC Magra et le Moudia Del Bayad. Et en soirée, ce derby algérois entre le Chabab Riadi de Belouizdad, 2e au classement, qui affrontera l'USM Alger qui occupe la 4e place au classement. Et vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger 3 à partir de 22h. Et rappelons qu'hier, le leader, le Moudia d'Alger, a été tenu en échec à domicile par l'USM Khenchela, 2 buts partout. Merci beaucoup Ali Hamouche. C'est avec cette dernière information sport que prend fin ce journal réalisé par Selma Feguir, Yassine à la technique, Yassine également au streaming et Mriem à la régie. Tout de suite la météo avec Hajar Msaoudi.